Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à la première de trois présentations sur comment se préparer pour le Tour du Mont Blanc en 2024. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpine Col, un groupe d'entraîneurs cyclistes basé dans les Alpes. Voilà, donc cette première présentation porte sur les principes de votre plan d'entraînement personnel et se portera plus particulièrement sur la première moitié de votre entraînement, c'est-à-dire la période allant de maintenant à fin mars. La présentation va durer environ 40 minutes ce soir. Et puis les deux présentations qui restent auront lieu le 28 mars, lorsque je présenterai la partie 2 du plan d'entraînement, et enfin le 27 juin, lorsque je présenterai comment réussir au mieux votre Tour du Mont Blanc le jour J. Je répondrai à toutes les questions à la fin, mais vous pouvez aussi m'envoyer des questions par email maintenant ou plus tard, comme vous voulez, à info@alpincol.com. Voici le programme pour ce soir. Tout d'abord, je vous présenterai les principes d'un plan d'entraînement efficace et adapté pour le TMB. Je vous donnerai le cadre d'un plan que vous pourrez adapter à vos besoins. Nous examinerons ensuite plus en détail la phase de préparation, c'est-à-dire la période qui s'entend donc d'aujourd'hui à la fin du mois de mars. Ensuite, et c'est une nouveauté pour cette année, je vais approfondir comment développer une stratégie nutritionnelle qui sera vraiment efficace. Et enfin, nous aborderons l'entraînement en plus du vélo. Voilà, commençons par un petit rappel du parcours. On dit souvent que le Tour du Mont Blanc est le cyclo d'un jour le plus difficile au monde. Je ne vais pas l'analyser aujourd'hui. J'insiste seulement sur les chiffres assez démesurés. Il fait 330 km et comprend 8300 mètres de dénivelé positif, répartis sur 5 montées majeures et quelques autres plus courtes, pour un total d'environ 154 km à grimper. Ce sont quand même des chiffres énormes et vous ne devez pas prendre le Tour du Mont Blanc à la légère. Je ne saurais trop insister sur la difficulté de l'épreuve et donc sur le sérieux avec lequel vous devez vous préparer. Et si vous êtes là pour m'écouter, je pense que vous êtes d'accord. Alors, on commence avant l'aube, à 5 heures du matin, et contrairement à ce gars sur la photo, beaucoup finiront après le tombée de la nuit, devant peut-être faire même la descente du commet de Roseland et la montée finale des saisies dans le noir. L'heure limite est minuit, donc tous ceux qui arrivent prennent entre 12 et 19 heures maximum pour terminer leur tour du Mont Blanc. Dans une bonne année, seulement 60% des participants réussissent à terminer dans les délais. Et il vaut mieux pas ne pas il vaut mieux ne pas demander ce qui se passe lorsque la météo est mauvaise. C'est bien pire. L'événement est avant tout un défi d'endurance, et bien que tous les participants soient chronométrés, il n'y a pas de classement officiel et tous les finishers reçoivent une médaille et un diplôme. Il s'agit en effet d'un défi à trois niveaux, mental, physique et nutritionnel, et dans cet ordre. La raison la plus probable d'abandonner est mentale. Pour beaucoup, il s'agirait de la chose la plus difficile qu'ils aient jamais faite, en tout cas sur un vélo. Et à mi-parcours, vous aurez roulé presque l'équivalent de la marmotte. Pour ceux qui ont déjà fait la marmotte, vous savez, c'est déjà une épreuve dure. Mais ce n'est encore qu'un mi-chemin pour le Tour du Mont Blanc. Vous allez probablement rouler jusqu'à vos limites, puis aller encore plus loin. Vous vivrez des hauts et des bas, des moments d'euphorie suivis des moments de désespoir. Il faut vraiment puiser très profondément. Alors, pendant les moments difficiles, tout le monde pense à s'arrêter. Ça, c'est normal. En fait, ça arrive à tout le monde. Si vous vous êtes préparé correctement, vous devrez être en mesure de trouver les ressources pour continuer. Alors voilà, si cela ne vous fait pas un peu peur, cela devrait. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de prendre une minute pour vous expliquer comment nous pouvons vous aider au-delà de ces présentations. Nous organisons une série de stages d'entraînement, tous avec du coaching actif. N'importe quel de ces stages vous aiderait à obtenir un meilleur résultat en fait au Tour du Mont Blanc. Donc le premier a lieu dans 2 semaines. Ça commence dans 2 semaines aux îles Canaries, où nous pouvons espérer sortir en tenue d'été et sous le soleil, alors qu'ici, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis sous la neige ici, près dans l'Inde, dans le pays de Gex, près de Genève. Alors le second est un séjour itinérant de 7 jours en Provence en avril, toujours avec des coachs.
Le troisième est un stage de 4 jours dans les Vosges en mai, axé sur la qualification pour les championnats du monde UCI Grand Fondo. Et enfin, le quatrième est en Provence en juin et comprendra une reconnaissance complète de l'étape du Tour. Donc, pour plus de détails, voir notre site web ou m'envoyer un mail info@alpinecoast.com. Donc, fermeture de la page de pub. Alors, parlons maintenant de ce qu'il faut pour réussir le Tour du Mont Blanc. En fait, cela n'a pas de sens d'élaborer un plan d'entraînement avant d'avoir étudié et vraiment compris ce que l'épreuve exige de nous. J'ai analysé les exigences en 3 catégories et on va les regarder dès maintenant. Donc, la première catégorie est physiologique. Les 2 premiers points sont assez évidents. Tout d'abord, il faut une exceptionnelle endurance aérobie afin de pouvoir faire les 330 km. Ensuite, il faut un excellent rapport poids-puissance, le plus élevé possible, pour les 154 km, je vous rappelle, de montée. Alors maintenant, 2 points qui sont un peu plus techniques. Il faut une bonne capacité à brûler des graisses au lieu du glycogène pendant les montées. Et on va en parler tout à l'heure. Et il faut aussi une bonne capacité à récupérer sur les descentes après les efforts sur les montées. Ensuite, psychologique. Il faut être capable de rester concentré, motivé et lucide pendant tout le temps nécessaire pour terminer, même en situation de fatigue importante. Il faut l'autodiscipline pour conserver votre allure optimale dans les montées et accepter de laisser partir les autres plus rapides, hein, quitte à les trouver plus loin, à les retrouver plus loin avec un peu de chance. Il faut la capacité à tolérer de longues périodes de douleur et d'inconfort. Et enfin, il faut pouvoir rester positif et faire face aux inévitables moments difficiles et les pensées négatives qui vont surgir. Enfin, les exigences techniques, bien évidemment, il faut une excellente technique de grimpeur sur des distances longues et des pourcentages variés. Il faut la capacité à s'alimenter sur le vélo avec un choix nutritionnel efficace pour ce parcours long et exigeant. Il faut une très bonne technique en descente et dans les virages, parce qu'évidemment, il y a 150 km de descente aussi. Et, pardon, juste un mot de conclusion sur les exigences. Il est certainement possible d'atteindre la ligne d'arrivée du Tour du Mont Blanc sans être excellent sur tous ces critères, mais cela vous prendra plus de temps et peut-être beaucoup plus de temps. Chaque critère est important et votre combinaison particulière déterminera votre performance globale. Donc, je vous conseille de laisser aucun de côté. Il faut travailler toutes ces exigences, en fait. Alors maintenant, on vient au plan. J'ai un problème ici car je ne vous connais pas, vous qui m'écoutez. Il faut comprendre que le plan standard pour le Tour du Mont Blanc qui marcherait pour tout le monde n'existe pas, tout simplement. Le meilleur plan d'entraînement pour vous est celui qui a été conçu en tenant compte de vos objectifs, vos forces, vos faiblesses, votre expérience, votre contexte personnel et vos contraintes. Et comme ces besoins varient d'une personne à l'autre, nous ne pouvons pas proposer un plan standard, tout simplement. Le plan que nous allons vous proposer est avant tout un cadre et des recommandations que vous devrez adopter et adapter selon vos besoins, vos particularités. Donc, notre objectif est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus et de prendre la responsabilité de votre propre préparation. Attention, par contre, et bien entendu, inévitablement, une partie de ce que je dirais ne serait pas appropriée pour vous, car je ne connais pas votre situation exacte. Et on dit cela, donc regardons les principes qui doivent sous-tendre votre plan. Le premier et le plus important, si vous voulez réussir le Tour du Mont Blanc, vous devez en faire une priorité. Non seulement dans votre entraînement, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, dans votre vie pour les 6 mois à venir. Si cela doit être négocié avec partenaire, avec votre famille, ce qui serait normal, c'est le moment de le faire. Ensuite, vous devez être régulier. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant 2 semaines, puis de ne rien faire les 2 semaines suivantes, ou de s'entraîner que le week-end. Vous devez essayer de vous entraîner au moins 4 voire 5 jours par semaine. Point 3, la qualité le plus important que vous devez développer est votre base aérobie. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro 1 des exigences de l'événement.
Alors, malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. Cela créera les adaptations d'endurance dont vous avez besoin sans ajouter de fatigue inutile qui nuira à votre capacité de vous entraîner. Je vais aller un peu plus loin sur ce point car c'est souvent mal compris en fait. Donc, pourquoi s'entraîner à faible intensité? Logiquement, si vous voulez rouler plus vite, tout le monde veut rouler plus vite, vous devez vous entraîner plus vite, non? Eh bien, ce n'est pas si logique, enfin, ce n'est pas si simple plutôt. Le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobies dont vous avez besoin à faible intensité et qu'aller rouler aussi fort que possible à chaque sortie serait une manière très inefficace de s'entraîner pour le Tour du Mont Blanc pour au moins deux raisons. Un, vous habituez votre corps à dépendre essentiellement sur des glucides pour son énergie et, et ce qui est par nature limitant, comme nous le verrons bientôt. Et deux, vous limitez votre capacité à développer votre base aérobie à cause de la fatigue supplémentaire. Alors, cela fonctionne lorsque vous commencez à faire du vélo, mais vous allez rapidement atteindre un plateau. Le graphique montre le pourcentage du temps passé aux intensités différentes, avec le niveau 1 étant le plus faible et le niveau 7 étant le plus fort. Il existe deux approches contrastées que nous voyons régulièrement. La plupart des débutants et de nombreux cyclistes de club s'entraînent comme les barres bleues, en passant l'essentiel de leur temps à rouler moyennement fort à des intensités 3 et 4. Or, il a été démontré par la recherche qu'il est plus efficace de faire la majorité de votre entraînement, c'est-à-dire entre 80 et 90%, à faible intensité, avec seulement une petite quantité à haute intensité. C'est ce qu'on voit avec les barres rouges et c'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. C'est ce que je recommande vivement pour le Tour du Mont Blanc, plutôt à 90-10 qu'à 80-20. Pour bien suivre un entraînement polarisé, il faut être clair sur les zones d'intensité. Un modèle à trois zones est tout ce dont vous avez besoin, en fait. Le point le plus important se situe entre la zone 1 et la zone 2 sur ce modèle à trois zones. Donc, ce n'est pas la même zone 2 probablement auquel vous êtes habitué. C'est ce qu'on appelle la LT1, le premier seuil de lactate, et c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter avec l'effort et avec la consommation de plus d'oxygène. Attention, donc dans un modèle à 5 ou 7 zones, le Z1, la première zone d'intensité ici, que vous voyez là, qui est appelée modérée, est divisée en deux. Donc la LT1 se situerait en ce cas entre la zone 2 et la zone 3, si vous êtes habitué à 5 ou 7 zones. Alors, vous devez effectuer la majorité de votre entraînement à ce seuil ou en dessous. Comment le déterminer? La meilleure façon est d'effectuer un test en laboratoire où le technicien mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez l'intensité par palier. Ce test est cependant coûteux. Tous les professionnels le font, mais pour les amateurs, c'est moins évident. Et ce n'est pas toujours facile à trouver. Une alternative facile est à la portée de tout le monde et simplement d'effectuer un test de conversation. Donc, tout simplement, si vous ne pouvez pas parler confortablement avec un compagnon de route lorsque vous roulez, vous êtes en train de rouler trop fort. Cela arrivera probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus de 60, à la limite 65% de la fréquence cardiaque max ou de la FTP, et peut être encore plus bas. C'est pas rare du tout. Voilà. Alors, retour à notre liste de principes généraux. Le quatrième point, le quatrième principe consiste à augmenter progressivement la charge. Si vous ne vous entraînez actuellement que 5 heures par semaine et que vous voulez passer à 12 heures par semaine, par exemple, vous devez prendre au moins un mois pour y arriver, car votre corps a besoin du temps pour s'adapter. Vous ne pouvez pas faire une augmentation brutale comme ça et espérer le maintenir. Hein. C'est possible pendant un stage, évidemment, de faire une semaine très exceptionnelle, mais la semaine suivante, vous êtes de retour à un niveau beaucoup plus faible. Le numéro 5, n'oubliez jamais que votre corps ne se renforce que lorsque vous
vous vous reposez et vous récupérez. L'entraînement crée des dégâts et donne les stimuli nécessaires, mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. Donc, par conséquent, il est vraiment important de laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Oh, le sixième principe est de faire autant de dénivelé que possible. Évidemment, c'est vraiment une épreuve montagneuse. Arrivé au mois de juin, vous devrez être à l'aise à grimper au moins 4000 ou mieux 5000 mètres en une sortie. Si vous habitez dans une région plate, vous avez le choix entre un, faire des allers-retours sur la plus grande côte que vous pouvez trouver à proximité, c'est mieux que rien. Deux, voyager autant que possible les week-ends et quand vous pouvez pour trouver des bosses. Ou toi, évidemment, vous pouvez utiliser votre home trainer relié à une application qui simulera les codes pour vous. C'est beaucoup mieux que rien. Septième point, vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour travailler vos compétences techniques telles que la descente, les virages et votre capacité à vous alimenter sur le vélo, à enlever et remettre une veste, etc., etc. Huitième principe, il faut développer votre capacité à brûler les graisses. Alors ça nécessite probablement un peu d'explication, donc je vais passer enfin, 2, 3 minutes dessus. Allez, voilà, donc pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de deux sources d'énergie possibles, essentiellement les glucides ou les graisses. Il existe des différences importantes entre les deux. Votre corps ne peut stocker qu'environ 2000 calories d'énergie sous forme de glycogène, qui viennent des glucides, alors il peut stocker au moins 50 000 calories sous forme de graisse. Même pour le cycliste le plus affûté que ce soit, il ou elle a 50 000 calories. Cela signifie que, pour faire l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler deux types de carburant différents, mais nous n'avons qu'un petit réservoir d'un type de carburant alors qu'il y a un énorme réservoir de l'autre. Cela n'aurait pas d'importance si les deux types de carburant étaient totalement interchangeables, mais bien sûr, ils ne le sont pas. Donc les lipides sont très utiles pour alimenter un travail dans la durée, à faible intensité et à l'allure régulière, et ne convient pas pour un travail de haute intensité et de grande puissance, car le taux d'oxydation, la rapidité de conversion, si vous voulez, de lipides en énergie est tout simplement trop long. Ce n'est pas possible. Donc seuls les glucides peuvent le faire. Vous pouvez considérer que les glucides fonctionnent comme le post-combustion d'un avion de chasse. Hein, ils fournissent un énorme supplément de puissance, mais ils brûlent le carburant très rapidement, de sorte que le temps que vous pouvez passer une puissance élevée est très limité. Vous ne pouvez tout simplement pas manger et digérer suffisamment de glucides à temps pour remplacer ce que vous brûlez. Il y a donc un avantage énorme à pouvoir brûler un pourcentage élevé de lipides à l'allure de la course, car vous conservez le glycogène pour les efforts les plus intenses seulement. Donc, il ne devrait pas être une grande surprise que les professionnels, les élites, etc., ils ont tous cette capacité. Voici donc le défi métabolique du Tour du Mont Blanc. Si vous devez terminer en moins de 19 heures, ce qui est évidemment nécessaire si vous voulez être finisher, vous passerez environ 15 heures à grimper. En faisant le calcul pour un cycliste qui pèse 70 kilos avec 10 kilos de vélo et d'équipement, il ou elle dépensera environ 11 000 calories en énergie, en plus des quelques demi-calories nécessaires pour rester en vie. La quantité maximale que vous pouvez raisonnablement consommer sur le vélo en 19 heures est d'environ 6 000 calories. Cela signifie consommer plus de 300 calories par heure, heure après heure, pendant 19 heures. 300 calories, c'est à peu près un grand bidon de boisson énergétique et 2 voire 3 barres énergétiques ou leur équivalent. Ce n'est vraiment pas évident de consommer autant. Alors maintenant, n'oubliez pas que vous n'avez qu'environ 2000 calories stockées dans le glycogène. Cela signifie qu'il y a un déficit d'au moins 3000 calories. Si vous ne pouvez pas obtenir ces calories à partir de vos graisses, il vous sera très difficile de continuer. Je crois que c'est une raison majeure pour laquelle tant de personnes sont obligées d'abandonner.
C'est évidemment pire s'il pousse trop fort sur les premières montées, parce qu'à ce moment-là, vous avez épuisé vos stocks de glycogène avant même que vous arriviez au col du Grand Saint-Bernard. Alors, la capacité à brûler les graisses varie beaucoup d'un cycliste à l'autre. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, tiré d'une étude de recherche, même chez les athlètes bien entraînés, parce qu'il s'agissait bien des athlètes bien entraînés dans cette étude, les variations sont énormes, avec une oxydation des graisses allant de presque 100% au repos à seulement 20%, c'est-à-dire quasiment rien, au repos. Donc, je ne saurais trop insister sur l'importance de pouvoir tirer la majeure partie de son énergie des lipides à l'allure de la course, parce que cela vous permet de travailler plus dur et plus longtemps sans être à court d'énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de travailler dessus. On va voir tout à l'heure avec la stratégie de nutrition. De retour à notre liste, le neuvième principe est d'augmenter votre tolérance à la douleur. Le taux du Mont Blanc, euh, pardon, j'ai pas cliqué. Le taux du Mont Blanc va vous faire souffrir. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il faut s'y préparer. Et plus vous vous entraînez à tolérer la douleur et l'inconfort sur des sorties longues pendant votre entraînement, plus vous aurez des chances de terminer l'épreuve. La grande différence entre le Tour du Mont Blanc et les autres épreuves plus courtes est que la douleur provient de la durée et non pas de l'intensité. Enfin, numéro 10, et c'est le dernier, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. Ce point est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en état d'en profiter. Voyons donc comment nous pouvons surveiller cela et savoir ça en fait. Le problème est que la récupération et l'adaptation sont freinées par le stress. Que ce soit ponctuel ou chronique, stress de l'entraînement ou stress de la vie, ou tout ça à la fois. Votre corps ne fait pas la différence. Tout ce stress vous oblige à sécréter des hormones telles que la cortisone et l'adrénaline qui sont nécessaires pour gérer le stress, mais qui freinent votre adaptation. Ainsi, si vous rentrez chez vous après une journée de travail dure et stressante et vous sautez tout de suite sur votre home trainer pour une séance d'intervalle, vous devez savoir que vous vous sentirez peut-être un peu mieux sur le plan psychologique, mais que la valeur de l'entraînement sera très prochainement proche de nulle, car vous venez d'ajouter des hormones cataboliques à votre sang, alors que pour profiter de l'entraînement, vous avez besoin des hormones anaboliques. Donc, il serait de loin préférable, en ce cas-là, de faire une séance douce en zone 1 à l'intensité 1 pour éliminer des hormones de stress, ce qui donnerait une chance à votre système nerveux parasympathique à commencer à travailler. Alors, comment savoir si vous êtes prêt pour une séance d'intensité élevée ou pour une très longue sortie? Alors, il y a trois indicateurs clés. Le premier consiste à déterminer le niveau de stress auquel vous êtes soumis. Alors, vous pouvez l'estimer en prêtant attention à vos ressentis, enfin, vous savez plus ou moins si vous êtes stressé, ou vous pouvez le mesurer à l'aide de la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque, HRV en anglais. Ces mesures Donc, en fait, c'est une mesure de l'état de votre système nerveux autonome. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures ne sont utiles que si, vous les faites tous les jours, afin de savoir ce qui est une valeur normale pour vous, parce que ça ne sert à rien de comparer avec quelqu'un d'autre, hein. Euh, on est tous différents. Et deux, si vous prenez le temps d'apprendre à interpréter les valeurs, parce que l'interprétation n'est pas évidente, et il ne faut surtout pas le faire de manière simpliste. Le deuxième indicateur est tout simplement l'état de vos muscles, et en particulier le degré de fatigue ou de courbature que vous pouvez ressentir. Pas la peine de faire une sortie très longue ou une sortie en intensité si vous avez des grosses courbatures. Troisièmement, le troisième indicateur ne s'applique que si vous vous entraînez dur jour après jour pendant une période prolongée. Le test de fatigue sous-maximale qui a été développé pour les professionnels vous dira si les réserves de glycogène dans vos muscles ont été récupérées ou non. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas le moment d'entrer plus dans le détail. Permettez-moi simplement de résumer que vous ne devriez effectuer une longue sortie ou une séance d'intervalle que lorsque vous êtes peu stressé, peu fatigué et que vous n'avez pas de courbature.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver des articles sur notre blog Alpicol ou faire une recherche sur Google, tout simplement, évidemment. Voilà, maintenant nous avons parlé des principes. Regardons la structure du plan d'entraînement. Il comprend trois phases ou périodes. D'abord la préparation, où vous préparez votre corps à une charge d'entraînement accrue et vous développez vos capacités aérobie et de brûler des graisses. La phase de la pré-compétition, où vous ajoutez du volume à l'entraînement pour vous préparer à l'épreuve. Et enfin, les deux dernières semaines, la compétition ou la phase d'affûtage, où vous réduisez la fatigue sans perdre votre forme physique. Ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement que vous pouvez télécharger depuis le site internet du Tour du Mont-Blanc sous l'onglet Plan d'entraînement. Il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour pour les raisons que j'ai déjà expliquées. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre plan personnel taillé sur mesure pour vous-même. Alors, je ne vais pas le commenter point par point, mais juste expliquer la structure. Cette première page, il y a deux pages. Cette première page vous indique sur quoi vous devez vous concentrer pendant chaque période et pourquoi. Et la deuxième page vous donne des propositions de séance. Chaque phase ou période est décomposée en mésocycles, on dit dans le jargon, de 4 semaines, comprenant 3 semaines de charge et une semaine de récupération, avec une charge d'entraînement cible pour chaque semaine. Donc, souvenez-vous que les semaines de récupération sont essentielles pour pouvoir adapter et tirer profit de l'entraînement. Juste un mot pour les plus anciens, si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles de 3 semaines, comprenant 2 semaines de charge et une semaine de récupération. C'est parce qu'à partir de 50 ans, on a besoin de plus de temps pour récupérer. Donc voici la deuxième page avec les semaines types et les propositions de séances. Encore une fois, adaptées pour vous. Alors, comment prendre ce cadre et le personnaliser? Il vaut mieux être pragmatique et commencer par vos contraintes, et notamment votre disponibilité en temps. Donc, soyez réaliste. En le confirmant avec votre partenaire et votre famille, vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner certains jours ou certaines semaines? Une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pouvez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez et essayer de faire de tout ça quelque chose de cohérent. Vous vous retrouverez probablement avec un truc qui est assez loin de l'idéal, mais tant pis. Donc, il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter ce principe d'augmenter la charge puis de récupérer par cycle. Mais ce n'est jamais parfait, hein. Ça c'est la vie. Alors, voyons maintenant ce que doit contenir la première partie de votre plan d'entraînement. La première partie est la phase de préparation, donc qui s'entend de maintenant à la fin du mois de mars. Les objectifs clés ou des priorités durant cette période sont, premièrement, habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à s'entraîner pendant 10 à 15 heures par semaine et à rouler sur de longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif, ou ça se fait en parallèle, développer votre capacité à brûler les graisses. Ces deux premiers objectifs représentent les 90% de votre entraînement. Les 10% qui restent consistent à développer la force et l'endurance de force, ce qui impactera aussi votre capacité à tolérer la douleur. Et enfin, incluez quelques exercices pour travailler les compétences techniques telles que les descentes et les virages dans la mesure du possible. Donc voilà pour les objectifs et les priorités. Voyons maintenant comment les atteindre. Donc, comment développer l'endurance aérobie? Il n'y a pas de raccourci. Il faut simplement rouler autant que possible, progresser vers des sorties de 6 puis 7 heures à faible intensité et ne succombez pas à la tentation de rouler plus vite. Rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes et 90% de votre entraînement devrait être comme ça. Ces longues sorties lentes vous aideront également à brûler plus de graisse, mais seulement si vous adaptez votre alimentation. Plus vous consommez de glucides et surtout de sucre, plus votre corps préférera brûler du glucose. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, j'en reviens dans un instant lorsqu'on parle nutrition.
Examinons maintenant les 10% de votre entraînement qui doivent être concentrés sur la haute intensité. Le jour venu, vous ne devriez pas du tout rouler à haute intensité. Alors, quel est l'intérêt de faire un entraînement à haute intensité quand même? Eh bien, regardons une courbe de puissance durée pour comprendre. Donc, puissance à gauche sur l'axe Y et durée sur l'axe X. Ces séances d'entraînement à haute intensité ont en fait deux objectifs. L'un est d'augmenter votre FTP, car même de courts intervalles auront cet effet, en tirant une bonne partie de la courbe vers le haut et l'autre. Donc voilà, ça se passe comme ça en fait. Même si vous travaillez sur des intensités courtes, ça tire toute la courbe vers le haut et ça aide le FTP, donc la puissance à 60, qu'on peut tenir pendant 1 heure. Et l'autre intérêt, c'est d'augmenter votre tolérance à la douleur. Alors, prenons quelques exemples. S'il s'agit d'une séance de sprint, vous pouvez faire 5 à 10 sprints de 7 secondes pendant une sortie autrement facile. Sur l'enregistrement ici, vous pouvez voir 3 sprints avec ma puissance en jaune et ma fréquence cardiaque en rouge. Vous devez laisser suffisamment de temps entre chaque sprint pour que votre fréquence cardiaque redescende complètement. Et faites cela pendant un cycle méso complet de 2 ou 3 semaines. Donc, une fois par semaine pendant 2 ou 3 semaines, puis récupérez. Le cycle méso suivant, vous pourrez faire des sprints de 15 secondes et celui d'après, des sprints de 30 secondes. À chaque fois, il faut essayer de garder une puissance aussi constante que possible du début à la fin du sprint. Votre puissance sera bien sûr plus faible pendant un sprint de 30 secondes que pendant un sprint de 7 secondes. Plus tard, vous pourrez soit utiliser des intervalles du type Tabata qu'on voit ici avec une récupération très courte, comme 3 blocs de 12 fois 20 secondes, 10 secondes, ou 40 secondes, 20 secondes, avec 5 à 10 minutes entre les blocs, soit passer à des intervalles un peu plus longs, d'abord 1 minute, puis 2 minutes ou 3 minutes, avec un temps de récupération égal entre les deux. N'oubliez pas que ces exercices concernent autant la tolérance à la douleur qu'autre chose et qui sont donc censés faire mal. Mais je conseille quand même de choisir un niveau d'intensité qui permet de finir la séance sans tomber du vélo et sans être en échec. Alors, il peut être bénéfique de les faire à faible cadence, car cela aide à la fois votre coup de pédale et dans une certaine mesure la force de vos jambes. Enfin, pour les compétences techniques, vous devez prévoir des exercices, on en a parlé un petit peu. Profitez de toutes les occasions qui se présentent lors de vos longues sorties pour ce faire. Si vous n'êtes pas confiant dans les descentes, par exemple, vous pouvez envisager de rejoindre un stage d'entraînement en montagne avec un entraîneur qualifié pour vous apprendre à le faire. Voyons maintenant comment utiliser votre nutrition de manière stratégique pour atteindre 3 objectifs. Un, pour alimenter votre charge d'entraînement, afin que vous mangez exactement ce dont vous avez besoin, mais pas plus. 2, pour atteindre le poids souhaité, ce qui peut signifier ou non perdre quelques kilos, ou, plus rarement, prendre du muscle. Et 3, pour optimiser votre capacité à brûler les graisses. On a vu que c'est vraiment très important pour le Tour du Mont Blanc. Pour atteindre ces 3 objectifs ensemble, vous devez ajuster la quantité totale de calories consommées pour qu'elle soit équivalente ou légèrement inférieure au nombre de calories que vous brûlez, tout en ajustant la quantité relative de glucides et de lipides pour qu'ils correspondent à votre charge d'entraînement. L'idée est d'entraîner votre corps à utiliser des lipides pour sa charge de base et pour l'entraînement à faible intensité, et de n'utiliser des glucides que lorsque vous en avez vraiment besoin pour des sorties très longues ou à haute intensité. Donc, voyons comment procéder en pratique. Le premier point est que vous devez varier la quantité de nourriture que vous mangez chaque jour en fonction de votre dépense énergétique quotidienne, qui dépend bien sûr de l'intensité de votre entraînement ce jour-là. En d'autres termes, lors d'une journée de repos ou de récupération, vous devrez manger beaucoup moins que lors d'une journée d'entraînement intensif. Le jour de la photo, nous avons effectué une sortie de 120 km autour du Mont Ventoux. C'était donc une journée assez difficile et nous avons consommé beaucoup de glucides. Vous devez donc
commencez par calculer vos besoins quotidiens en énergie. Ensuite, il faut varier votre alimentation en fonction de votre charge d'entraînement, ce qui vous aidera à atteindre et maintenir votre poids cible. Mais cela ne suffira pas à avoir un impact sur votre capacité à brûler les graisses. Pour cela, vous devez encourager votre corps à brûler des graisses de préférence aux glucides. Cela veut dire qu'il faut manger peu de glucides, sauf les jours où l'on en a vraiment besoin. Idéalement, vous ne devrez consommer pratiquement aucun glucide les jours où vous ne vous entraînez pas du tout et très peu les jours de récupération. Vous n'avez réellement besoin de glucides que pendant les journées de charge d'entraînement élevée, lorsque vous effectuez une série d'intervalles à haute intensité ou lors d'une sortie longue de 5 heures ou plus. Pour faire simple, nous conseillons de calculer votre dépense énergétique sur 3 jours type, faible, moyen et élevé. Et ensuite, de créer trois menus standards que vous pourrez utiliser comme base de référence. Alors, voyons comment faire ça. Voici un exemple de 3 plans nutritionnels pour un cycliste assez typique, montrant les besoins en calories et la répartition des macronutriments pour les charges d'entraînement différentes. Il y a plusieurs choses à noter. Alors, les besoins caloriques totaux varient considérablement, de 2600 pour une journée de récupération à 5100, c'est un exemple, hein, pour une journée de 5 heures de sortie. La répartition des macronutriments va varier également considérablement, allant de 17% de glucides, 65% de lipides et 19% de protéines. Donc, c'est calculé sur les pourcentages de calories, hein. Donc ça, c'est pour la charge faible, jusqu'à 43% de glucides, 45% de lipides et 13% de protéines pour la charge élevée. Notez que bien que la consommation de lipides et de protéines augmente en termes absolus, mais que la variation la plus importante en termes de pourcentage concerne les glucides. Notez aussi que l'apport en protéines est assez élevé, même lors d'une journée de récupération. Ça se situe aux alentours de 1,8 g par kilogramme de poids du corps. C'est important de manger beaucoup de protéines lorsqu'on s'entraîne comme ça parce que vos muscles en ont bien besoin. Alors, vous devrez évidemment adapter ces données pour vous-même. Donc, je n'ai pas le temps ce soir, ça prendrait trop longtemps pour entrer dans le détail, si ce n'est pour dire que vous devez commencer par calculer votre taux métabolique de base, qui est l'énergie que vous dépensez simplement pour rester en vie. Pour la plupart des personnes, c'est entre 1800 et 200, pardon, entre 1800 et 2000. Puis, vous ajoutez les dépenses supplémentaires créées par votre activité physique et votre entraînement tout au long de la journée. Ça s'affiche dans Strava, par exemple. Donc, c'est assez facile, en fait. Si vous lisez l'anglais et vous souhaitez aller un peu plus loin, je conseille fortement la lecture du chapitre 15 du livre d'Alain Cousins qu'il a posté sur Substack, qui s'appelle The Science of Maximal Athletic Development, parce qu'il explique tout cela en détail et il donne une calculatrice qui permet de trouver vos propres données. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et maintenant, voyons maintenant comment on va transformer ces données, ces plans macro, en fait, en menus concrets. La meilleure façon de créer ces menus réels est d'utiliser l'une des nombreuses applications en ligne. Celle que j'utilise ici s'appelle myfitnesspal.com. Vous voyez les références en bas de l'écran à droite. Elle dispose d'une vaste bibliothèque d'aliments différents, si bien qu'il est vraiment facile de saisir votre menu type, comme je l'ai fait ici pour un petit déjeuner. Vous faites le même pour les 3 repas principaux, ainsi que pour les encas que vous prenez tout au long de la journée ou sur le vélo. L'appli fournit ensuite le total des calories pour la journée, ainsi que la répartition entre glucides, lipides et protéines. Il est donc facile de supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments au menu ou de modifier les quantités jusqu'à ce que vous atteigniez vos valeurs cibles pour la journée. Donc voilà. La dernière question qui se pose concerne les aliments. Alors, quels sont les meilleurs?
En ce qui concerne les glucides, il faut privilégier au maximum les glucides complexes et naturels, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les lentilles, les légumineuses, etc. Bon, tout ça, c'est sans doute rien de nouveau pour vous. Il faut éviter le sucre raffiné, les gâteaux sucrés en tout genre et les plats industriels. La seule exception à cette règle est lors d'une grosse journée de vélo où la quantité de glucides que vous devez consommer vous oblige plus ou moins à utiliser la nutrition sportive et surtout des gels ou des boissons énergétiques. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à à ces moments-là. En ce qui concerne les lipides ou les graisses, on recherche là encore les formes naturelles de qualité supérieure, plus végétales qu'animales. Les bonnes sources, vous voyez quelques images, les avocats, les fromages à pâte d'eau, les poissons gras, bon, c'est pas en image, les saumons, les sardines, les maquereaux, les noix et les graines, les olives et l'huile d'olive, les noix de coco, l'huile de coco, le yaourt, notamment grec, les œufs, et enfin, du chocolat noir, évidemment avec modération. En ce qui concerne la protéine, là encore, votre choix devrait se porter sur la qualité, viande maigre, volaille, œufs, poisson, fromage, yaourt grec encore, et bien sûr les protéines végétales telles que les lentilles, les haricots, céréales, noix, tofu, pois chiches, avoine, riz sauvage, et ainsi de suite. Alors, on arrive à la fin. Là, c'est le sujet qui fâche, malheureusement. Tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer ses muscles est hors du vélo. Et c'est très important quand même de renforcer ses muscles parce que c'est comme ça qu'on va plus vite, c'est en appuyant plus fort sur les pédales. La préparation physique générale concerne surtout les jambes et le gainage. Vous devrez faire une ou deux séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé. Le but en début d'année est d'augmenter votre force musculaire. Si vous êtes novice, faites preuve de prudence pour limiter les risques de blessures qui sont réels. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches et les ponts, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique. Ensuite, pour la mobilité et la souplesse, faites 2 à 3 séances de 15 à 20 minutes par semaine. Le pilates ou le yoga peuvent être extrêmement bénéfiques, mais l'apprentissage d'une technique correcte est essentiel. Donc, il faut choisir un praticien qui connaît le cyclisme et ne prend que des petits groupes, ou mieux encore, des individus. Enfin, il faut compléter votre activité de vélo par d'autres sports, la marche à pied, le footing, natation, etc. Parce que si le vélo est votre seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Et c'est vraiment pas bon. Voilà, on arrive à la fin. Je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer d'ici la fin mars. Rendez-vous le 28 mars pour faire le point et parler de comment s'entraîner pendant la période qui restera. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J, nous pouvons vous aider de 2 manières complémentaires. Hein, un stage d'entraînement pour un gros bloc d'entraînement ainsi que d'un coaching individuel sur des compétences techniques et bien sûr de nombreux conseils et astuces pour votre préparation. Ou vous pouvez nous contacter pour un contrat de coaching individuel pour bénéficier d'un suivi et des conseils personnalisés au quotidien. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer des questions tout simplement sur info@alpincode.com. Je répondrai avec plaisir.